Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage clinique. Aujourd'hui, on va littéralement enfiler notre costume de détective médical. Notre mission, démasquer deux grands coupables qui fragilisent nos os en silence, l'ostéoporose et l'ostéomalacie. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Alors, pour notre enquête du jour, voici le plan d'action. D'abord, l'équilibre du squelette. Ensuite, l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de densité. Puis, l'ostéomalacie, le fameux défaut de minéralisation. On enchaînera avec le diagnostic différentiel et on terminera, bien sûr, par les stratégies de traitement. C'est parti avec notre premier point, l'équilibre du squelette, la vraie base de notre santé osseuse. Faut savoir qu'un squelette en bonne santé, ça n'a rien d'inerte. C'est plutôt comme un chantier en perpétuel renouvellement. On a une danse vraiment fascinante entre deux types de cellules. D'un côté, les ostéoblastes, qui construisent la trame protéique, et de l'autre, les ostéoclastes, qui nettoient, qui résorbent le vieil os. Cet équilibre, il est absolument parfait, du moins jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Après ça, la masse osseuse commence son lent déclin. Et c'est là que notre enquête prend tout son sens. La distinction clé, vraiment le truc à retenir, c'est qu'on a un coupable qui vole la quantité de l'os et un autre qui détruit sa qualité. Dans le cas de l'ostéoporose, l'os qui reste est tout à fait normal, bien minéralisé. C'est juste qu'il y en a beaucoup moins. Le stock a fondu. L'ostéomalacie, par contre, c'est un problème de qualité. La structure de base est bien là, présente, mais elle n'arrive pas à durcir, à se calcifier. Elle reste molle. Passons maintenant à notre deuxième point, l'ostéoporose, la perte de densité ou le voleur silencieux de la masse osseuse. Et quand on dit voleur, le mot est faible. On parle d'une maladie généralisée qui frappe massivement, surtout avec la carence en oestrogène après la ménopause ou avec le vieillissement. Tenez-vous bien, ça touche environ 40% des femmes ménopausées. 40%. C'est un chiffre colossal qui fait littéralement exploser le risque de fracture au quotidien. Le vrai danger ici, c'est que la corticale s'affine et que le réseau à l'intérieur de l'os se détruit. Le squelette devient d'une fragilité extrême. Résultat, des douleurs mécaniques, certes, mais surtout des fractures ultra caractéristiques. Ça casse net, principalement au niveau du col du fémur, du poignet, la fameuse fracture de pouce-au-col, et bien sûr au niveau des vertèbres. Alors, comment on coince ce suspect en clinique ? C'est simple, c'est grâce à l'ostéodensitométrie. Le diagnostic tombe de façon quasi mathématique. Dès qu'on observe un T-score inférieur ou égal à moins 2,5 écart type, le verdict est sans appel. L'ostéoporose est formellement confirmée. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'ostéomalacie, le défaut de minéralisation, soit la matrice qui refuse de durcir. Là, on a affaire à un mode opératoire complètement différent. Le squelette se retrouve infiltré par un tissu ostéoïde qui n'est pas du tout minéralisé. Pourquoi ? C'est presque toujours la faute de la vitamine D. Il y a une rupture dans sa chaîne métabolique. Ça peut être un simple manque d'exposition au soleil, un gros souci de malabsorption digestive, comme la maladie cœliaque, ou même une défaillance des reins ou du foie. Le résultat est le même, la calcification échoue. Et là où l'ostéoporose avance, souvent masquée, en silence jusqu'à la fracture, l'ostéomalacie, elle, laisse des traces évidentes. On va ressentir des douleurs osseuses vraiment sourdes, surtout au bassin et au thorax. Sans compter la faiblesse musculaire, la fameuse myopathie, liée à la baisse du phosphore dans le sang. Ça donne souvent aux patients une démarche dandinante assez typique. Monter un simple escalier devient un véritable défi. Passons au point numéro 4, le diagnostic différentiel. C'est le moment de comparer nos preuves cliniques. C'est là que l'enquête devient passionnante, au moment où on confronte directement nos deux suspects. Une simple prise de sang suffit souvent à faire la lumière. Dans l'ostéoporose, les résultats de laboratoire sont, complètement normaux. Circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, pour l'ostéomalacie, c'est le chaos total. On observe une chute drastique du calcium, du phosphore et de la vitamine D, avec en prime une explosion de la parathormone et des phosphatases alcalines. C'est une vraie réaction de défense de l'organisme. Ce contraste, on le retrouve de manière flagrante sur le plan radiologique. D'un côté, avec l'ostéoporose, l'os est aminci, la trame est raréfiée, mais ses contours restent super nets, très clairs. De l'autre côté, avec l'ostéomalacie, l'os a l'air cotonneux. Il est flou, presque sale, et surtout il est zébré par de minuscules fissures. Ce sont les fameuses stries de Lusser-Milkman, la véritable signature de la maladie. Si on regarde les dégâts spécifiques de l'ostéoporose sur la colonne vertébrale, c'est un véritable effondrement architectural. Les vertèbres sont tellement vidées de leur densité qu'elles cèdent sous le poids du corps. Elles se déforment en coins, deviennent biconcaves ou finissent carrément écrasées, plates comme des galettes. C'est visuellement très impressionnant.
À l'inverse, regardons les formes sévères d'ostéomalacie. Là, les os ne cassent pas, ils sont devenus tellement mous qu'ils se tordent. Sous la pression du poids corporel, le bassin va littéralement s'affaisser, créant une déformation historique très spécifique qu'on appelle le bassin en cœur de carte à jouer. L'os se modèle complètement sous la contrainte. Ce qui nous amène logiquement à notre 5e et dernier point, les stratégies de traitement, ou comment apporter une résolution ciblée à ces pathologies distinctes. Maintenant qu'on a bien séparé notre problème de quantité de notre problème de qualité, les solutions coulent de source. Pour l'ostéoporose, l'urgence, c'est de stopper les cellules destructrices, les ostéoclastes. On sort donc l'artillerie avec des antirésorptifs comme les bisphosphonates ou les SERMs. Pour l'ostéomalacie, la logique est inverse. On doit inonder le corps avec ce qui lui manque. On donne de la vitamine D à très haute dose et du calcium pour forcer cet os ramolli à se minéraliser une bonne fois pour toutes. Et évidemment, même si les traitements curatifs divergent fondamentalement, les règles de base de la prévention restent les mêmes pour protéger notre charpente. Il faut absolument corriger nos apports en calcium, s'exposer suffisamment au soleil et traiter la moindre maladie digestive sous-jacente. Ah, et bien sûr, maintenir une activité physique régulière. Bouger, c'est faire vivre l'os, tout simplement. En fin de compte, comprendre que chaque maladie a son propre mécanisme nous permet de transformer une simple faiblesse en un vrai problème clinique qu'on sait résoudre. L'architecture de notre corps n'est pas condamnée à s'effondrer en vieillissant, on peut la consolider. Mais quand on y réfléchit bien, avec nos modes de vie de plus en plus sédentaires, passés à l'intérieur, loin de la lumière du soleil, ne sommes-nous pas en train de créer, sans même nous en rendre compte, les conditions idéales pour une toute nouvelle épidémie de fragilité osseuse silencieuse? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.